Elles s'appelaient Marie, Rosine et Joséphine. 3 femmes sans histoire, 3 fleurs dans un jardin trop calme. Et pourtant, autour d'elles, les hommes tombaient comme des mouches. Marseille, 1868, une ville qui brille. Les robes longues frôlent les trottoirs, les rumeurs circulent plus vite que les fiacres. Mais derrière les dentelles, une ombre, une odeur étrange dans les casseroles. Des gestes trop doux, des regards trop vides. C'est une affaire qu'on a oubliée. Volontairement, une histoire de plans, de poisons, de femmes qui n'ont pas attendu qu'on les libère. Elles ont choisi de frapper les premières. Tu veux savoir ce qu'il s'est vraiment passé ? Abonne-toi vraiment, parce que ce que je vais te raconter, tu ne le verras ni en cours d'histoire, ni dans les livres, et c'est bien plus noir qu'il n'y paraît. On parle d'une tireuse de cartes, d'un herboriste spirit, de tasses de thé qui brûlent la langue, et de Marie qui toussait du sang avant de mourir, les yeux rivés sur celle qui les avait aimés ou condamnés. Mais ce n'est pas le poison le plus effrayant de cette histoire. Le plus effrayant, c'est ce qu'elle ressentait en le versant. De la peur, du soulagement, ou pire, rien du tout. Alors imagine, il rentre chez lui, elle l'attend. Et ce soir-là, elle a mis la table pour 2, pour la dernière fois. Il s'assied, elle le regarde sans un mot. Le potage fume encore, elle pose la soupière devant lui, lentement, presque solennelle. Lui, il plaisante, « Tu me regardes comme si j'étais ton dernier repas. » Elle ne répond pas. Ses mains sont posées à plat sur la table. Il commence à manger, une gorgée, 2, puis un silence. Il fronce les sourcils, sa main tremble légèrement, il pose la cuillère. « Tu as mis quelque chose de nouveau ?» Il vacille. Une goutte de sueur perle sur son front. Son regard se trouble. Il se lève, tente un pas, puis s'effondre, brutalement, comme une marionnette sans fil. Un choc sourd, silence total. Elle crie, hurle, frappe à la porte. Des voisins accourent. On pense à une crise cardiaque. Elle tremble mais ses larmes ne montent pas. Juste des mots. Il allait bien ce matin. Il allait bien. Mais quelqu'un observe. Une voisine. Elle a vu Marie entrer chez l'herboriste 2 jours plus tôt et elle sait une chose. Marie déteste les plantes. Elle ne s'est jamais intéressée aux tisanes. Pourquoi maintenant ? Ce n'est pas un accident, pas un hasard, et surtout, ce n'est pas la dernière fois qu'un mari tombera à... Le quartier commence à parler, une rumeur, puis 2. Il avait l'air en pleine forme, dit l'un. Elle ne pleurait pas, chuchote l'autre. On parle d'une veuve, trop calme. Une voisine raconte, elle l'a vue 3 jours avant la mort de son mari, entrer chez Fanny Lambert, tireuse de cartes, une silhouette qu'on voit souvent aux enterrements, mais jamais au baptême. Fanny, elle lit l'avenir, mais surtout, elle le fabrique. Elle ne vend pas des prédictions, elle vend des solutions. Et à certaines femmes, elle aurait soufflé une phrase « Il existe des plantes qui effacent les problèmes ». Jean-François Jouard, apothicaire, spirit, il vend des poudres, des élixirs, des feuilles roulées dans du papier journal. Il parle aux morts et semble très bien connaître les secrets de certaines vivantes. Quand la 2e femme perd son mari, et qu'elle aussi était cliente chez Fanny, l'alerte est lancée. Une enquête officieuse démarre, une surveillance discrète. Et très vite, une surprise. Ces femmes se connaissent. Elles se retrouvent parfois le soir, discrètement, toujours chez l'une. Toujours les rideaux fermés, des réunions de thé qui sentent de moins la cannelle que l'aconite. Et pendant ce temps, un 3e homme tombe malade. Ce n'est plus une coïncidence. C'est un réseau. Une alliance mortelle. Et bientôt, elles vont devoir répondre de leur silence. Mais avant cela, encore un dernier verre. Un matin, la police frappe. Les femmes ne résistent pas. Aucune larme, aucune colère, juste le calme. Marie referme son manteau. Rosine termine de boutonner ses gants. Et Joséphine glisse un mot dans sa poche avant de partir. La presse se régale. Les sorcières de Marseille, le cercle des empoisonneuses, les fleurs du mal, on parle d'arsenic, de belladone, d'un herboriste spirit, d'une cartomancienne influente. Les journaux en font des monstres. Ou des héroïnes. À la barre, elles parlent peu. Ou pas du tout. Le juge répète les questions. Elles gardent la tête haute, pas de cris, pas de pleurs. Leur silence est plus bruyant que n'importe quelle plaidoirie. Des voisins défilent.
l'herboriste aussi, il nie tout, bien sûr, mais dans sa boutique, on retrouve des fioles sans étiquette et une balance trop précise pour de simples infusions. Il y a des traces, mais pas de preuves absolues. Les expertises sont hésitantes. On soupçonne, mais on ne sait pas. Pourtant, la sentence tombe, perpétuité pour les 3 femmes. Pas d'exécution, juste l'oubli lent et profond. Et dehors, dans Marseille, certains murmurent « Elles ont tué, oui, mais pourquoi ?» D'autres disent « Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. » Et puis, plus rien, l'histoire s'efface. Mais si on écoute bien, entre les murs de la prison, entre les lignes des archives, il reste un écho, celui de 3 femmes que la société n'a pas entendues et qui ont fini par se faire entendre autrement, condamnées à perpétuité. 3 femmes, 3 noms, 3 silences. La presse s'est lassée, le public est passé à autre chose et pourtant, quelque chose ne colle pas. Le dossier est faible, les preuves sont floues, pas d'aveu, pas de poison clairement retrouvé, juste des comportements. Des fréquentations, des coïncidences, assez pour enfermer, mais pas assez pour comprendre. Pourquoi ont-elles fait ça? Par haine, par peur, par liberté, ou ont-elles été piégées par les apparences, par les superstitions, par la peur? Des femmes qui s'émancipent? Et si elles étaient innocentes ou coupables, mais pas pour les raisons qu'on croit? Ce procès, c'était peut-être moins une condamnation de 3 crimes qu'une condamnation de 3 femmes. Trop silencieuses, trop indépendantes, trop libres, le mystère est là. Il colle à cette affaire comme l'humidité aux pierres. Et si tu crois qu'on a tout dit, attends la suite. Parce que ce qu'on ne sait pas est peut-être encore plus dangereux que ce qu'on croit savoir. Elle était là, dans sa cellule, le dos droit, les mains croisées, pas un mot. Depuis le début, elle s'est tue. Et aujourd'hui encore, elle ne parle pas. Ce n'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est peut-être qu'elle sait que personne n'écoute vraiment. Alors on se demande, pourquoi? Pourquoi 3 femmes, en pleine belle époque, auraient choisi de tuer? Est-ce qu'elles fuyaient des maris violents? Est-ce qu'elles étouffaient dans une vie où on leur avait tout refusé? L'amour, la liberté, le droit de partir? Ou est-ce qu'elles ont été victimes d'un système trop proche d'une tireuse de cartes, trop curieuse d'herbe, interdite, trop discrète, trop indépendante, dans une société qui ne supporte pas les femmes silencieuses, mais intelligentes? Oui, il y avait du poison, oui, il y avait des morts, mais les preuves, fragiles. Le mobile, jamais établi, on a puni leurs gestes, mais personne ne s'est demandé qu'est-ce qui les avait poussés à les faire. C'est une affaire de poison, oui, mais aussi une affaire de regard, de jugement, de peur, peur. Des femmes qui sortent du cadre, peur de celles qui ne crient pas mais agissent, ou qui dérangent simplement par leur existence. Tu crois quoi, toi? Qu'elles ont tué? Par choix? Par souffrance? Ou qu'on les a désignées coupables pour rassurer la ville? Peut-être qu'il n'y avait pas de pacte meurtrier, peut-être qu'il n'y avait que des silences mal interprétés. Si cette affaire t'a troublé, si tu veux entendre d'autres récits qu'on préfère enterrer, abonne-toi. Et souviens-toi, ce n'est pas toujours la vérité qu'on juge. Parfois, c'est celle qui dérange le plus qu'on fait taire.